avocate en droit social au sein du cabinet français à avocats. Et le cabinet français à avocats accompagne et conseille les entreprises de toute taille et de toute activité dans le cadre de la gestion quotidienne avec les salariés, dans le cadre de la gestion avec également les représentants syndicaux et les membres du CSE, et également défend les sociétés dans le cadre de contentieux prud'homaux. Merci Elisabeth. Donc, dans un contexte où les fraudes à l'identité se multiplient, sécuriser ces recrutements est devenu une priorité absolue. L'usurpation d'identité et l'usage de faux documents peuvent avoir des conséquences lourdes, pertes financières, atteinte à la réputation de l'entreprise et risques juridiques. Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes efficaces pour identifier les fraudes et protéger son organisation. Tout au long de ce webinaire, nous vous donnerons des conseils concrets et des solutions pratiques pour détecter les fraudes et garantir l'intégrité de vos processus de recrutement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone chat ou QR de Teams. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas que l'interaction est la clé. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On reviendra dessus à la fin du webinaire. Alors, depuis quelques années, les entreprises et les particuliers sont confrontés à une forte recrudescence de la fraude documentaire. Donc, on va comprendre l'usurpation d'identité, la fabrication de faux documents contrefaits, relevés bancaires, des bulletins de salaire, des factures, des diplômes, des extraits cabis, comme des fausses pièces comptables. Le taux de fraude sur les cartes nationales d'identité et les passeports est estimé entre 3 et 6% selon la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, et pas moins de 10 000 fausses pièces d'identité seraient confisquées chaque année par les services de l'État. Le coût direct de cette fraude est estimé entre 1 et 2 millions d'euros. C'est rien face au coût généré par l'utilisation des titres frauduleux au détriment des administrations fiscales ou sociales et des entreprises, notamment celles du secteur bancaire et financier. La fraude à l'identité est un fléau qui touche de nombreux secteurs en France. Un rapide calcul montre que le coût d'un recrutement raté dû à la non-détection d'une fraude à l'identité peut atteindre jusqu'à 60 000 euros. Ce chiffre illustre à quel point il est vital d'intégrer des outils de vérification d'identité dans le processus de recrutement avant la contractualisation. Les secteurs comme le bâtiment, l'intérim ou encore les services à la personne sont particulièrement exposés à la fraude à l'identité, des travailleurs en situation irrégulière notamment, car ils font souvent face à des pénuries de main-d'œuvre, créant une pression pour recruter rapidement, parfois au détriment des vérifications essentielles. Les entreprises peuvent alors se retrouver à embaucher des candidats fraudeurs qui, avec des documents falsifiés ou périmés ou en utilisant une fausse identité, amènent l'employeur à contrevenir aux conditions de l'emploi légal. Cela peut avoir des conséquences dévastatrices pour l'entreprise, non seulement financières, juridiques, pénales et bien sûr au niveau de sa réputation. Donc, sur la fraude documentaire, juste un petit rappel voilà, sur les différentes fraudes. Vous avez l'usurpation d'identité, la contrefaçon, le volet vierge, l'obtention indue, le pseudo-document et puis des exemples ci-dessous de quelques passeports qui n'existent finalement pas, comme la République fédérale de Yougoslavie, la République du Zanzibar, qui est bien la Tanzanie. Alors, dans le cadre de l'embauche d'un salarié, l'employeur est en droit de demander au candidat, au futur salarié, la communication de certaines informations. Ces informations, le Code du travail les encadre dans un article qui est l'article L1226-1 du Code du travail. Et cet article nous dit que l'employeur est en droit de demander certaines informations à un salarié, mais ces informations, elles ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé ou d'apprécier ses aptitudes professionnelles. Et ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Donc, l'employeur, dans le cadre d'un recrutement,
Il ne peut pas demander la communication de documents qui n'auraient pas de lien avec l'emploi proposé ou l'évaluation des aptitudes professionnelles du salarié. C'est souvent le cas, par exemple, de la question qu'on pose à l'embauche sur la situation de famille du salarié. Le candidat, et ça c'est encore l'article L1226-1 du Code du travail, qui nous indique que le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'information. Dans le cadre de l'embauche, l'employeur est en droit de demander au candidat qu'il fournisse son état civil, notamment le nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, mais aussi sa nationalité. Et il y a plusieurs documents que l'employeur est en droit et doit demander, comme le passeport ou la carte d'identité. Et lorsqu'il s'agit d'un salarié étranger, le titre de séjour et l'autorisation de travail, puisque l'employeur, et on le verra ensuite, il a une obligation de vérifier si le salarié est en situation régulière. Sinon, il peut être sanctionné pénalement. L'employeur peut également demander sous certaines conditions la communication du permis de conduire si le salarié est amené à conduire dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ou a fortiori bien entendu s'il s'agit d'un chauffeur, d'un conducteur. Il est également habilité, l'employeur, à demander des renseignements sur la formation antérieure, comme la copie des diplômes, les certificats de stage qui sont invoqués dans un CV. L'employeur peut également demander des documents qui se rattachent, le cas échéant, à l'ancienne activité, comme la copie du certificat de travail ou des informations éventuelles sur la clause de non-concurrence pour vérifier que le salarié est libre de tout engagement. Et enfin, des documents qui se rattachent, le cas échéant, à l'exercice d'une autre activité professionnelle, notamment si le salarié est embauché dans le cadre d'un travail à temps partiel, puisque l'employeur doit vérifier que le salarié, dans le cadre de cumul d'emploi, ne dépasse pas la durée effective, la durée maximale hebdomadaire de travail. Il y a un grand principe en droit du travail qui est le principe d'égalité professionnelle et de non-discrimination, qui est qu'aucun candidat ne peut être écarté d'un processus de recrutement en raison notamment de sa nationalité, de son sexe ou de sa situation de famille. Et ce principe s'applique également à tous les stades de la relation de travail, la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat de travail, bien entendu. Dans le cadre de l'embauche du salarié, l'employeur doit vérifier l'identité des salariés français et étrangers qu'il s'apprête à embaucher. Pour cette obligation de vérifier l'identité des salariés, elle a trois buts. Le premier, c'est de s'assurer la bonne gestion des droits des salariés. Le deuxième, c'est de lutter contre les fraudes à l'identité. Et le troisième, c'est de respecter, bien entendu, la législation en matière de sécurité sociale et de fiscalité. Attention, cependant, si l'employeur est en droit de demander la carte d'identité des salariés, il n'a pas le droit de la conserver. Il doit demander une copie, mais il a interdiction de conserver la carte d'identité de ses salariés. Et on le verra ensuite, l'employeur doit également respecter le principe de protection des données personnelles avec le RGPD lorsqu'il collecte des informations du salarié. Donc, que l'étranger qu'il recrute soit ou non déjà présent en France, l'employeur est tenu de s'informer de la nationalité du salarié qu'il embauche. Certaines catégories d'étrangers sont dispensées de détenir une autorisation de travail en raison de leur nationalité. C'est notamment le cas des ressortissants des États membres de l'Union européenne, de la Norvège, du Liechtenstein, de l'Islande et de la Suisse, puisque ces ressortissants sont admis sur le territoire français et ils ont le droit de circuler et de séjourner librement en France s'ils sont en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, à condition qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Donc ils peuvent donc travailler en France sans être tenus de détenir un titre de séjour, sauf bien entendu, ils peuvent en faire la demande. Mais ce n'est pas une obligation. Deuxième cas, ce sont les salariés, les candidats ressortissants de pays tiers non membres de l'Union européenne. Donc, non membres de l'Union européenne, de l'espace économique autonome ou de la Suisse. Ces salariés-là qui souhaitent occuper une activité salariée en France
doivent être en possession d'une autorisation de travail. Elle est obligatoire, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée. Il y a un grand principe en droit du travail français qui est que nul ne peut embaucher, employer ou conserver à son service un étranger démuni d'un titre de travail en cours de validité. Ce titre de travail-là, l'employeur doit vérifier que le salarié bénéficie d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Certaines catégories d'étrangers reçoivent un titre de séjour qui les autorise à exercer une activité professionnelle sans examen de leurs conditions d'emploi par l'administration. Donc, ce sont des titres de séjour qui combinent à la fois titre de séjour et autorisation de travail. Donc, ce qui signifie pour les titres de séjour qui sont listés dans la slide au premier paragraphe, que ces titres et documents de séjour, pour ces titres-là, la demande d'autorisation de travail n'est pas nécessaire. C'est notamment le cas de la carte résident, la carte de séjour temporaire vie privée familiale, carte de séjour pluriannuelle, passeport talent, stagiaire, etc. Pour les autres titres de séjour qui ne sont pas énumérés à l'article R5221-2 du Code du travail, l'employeur doit demander une autorisation de travail. C'est à l'employeur de demander cette autorisation de travail. Il s'agit notamment des cartes de séjour temporaire, travailleurs temporaires, salariés, travailleurs saisonniers ou d'autres types de séjours. Et ces salariés sont autorisés à travailler, mais uniquement dans le respect des termes de l'autorisation de travail. Un grand principe, une fois que l'employeur a vérifié le titre de séjour et éventuellement demandé l'autorisation de travail du salarié, il doit vérifier le titre de séjour que le salarié lui communique. Ce sont les articles L5221-8 du Code du travail et R5221-41 à 43 du Code du travail. L'employeur, il est obligé de vérifier que le salarié qu'il se propose d'embaucher est en situation régulière. Pour cela, il doit envoyer la demande auprès du préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. Cette démarche, elle doit être effectuée 2 jours avant l'embauche. Le préfet notifie cette demande doit être effectuée au moins 2 jours avant l'embauche, puisque le préfet notifie sa réponse par mail ou courrier dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. C'est pour ça qu'il est très important de faire la demande suffisamment en amont pour que la préfecture ait le temps de répondre. Et à défaut de réponse dans le délai, l'obligation visée ci-dessus est réputée accomplie. Lorsque l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenus par France Travail, dans ces cas-là, cette obligation n'est pas nécessaire, mais il doit quand même fournir à l'employeur un justificatif d'inscription auprès de France Travail. Lors de l'embauche d'un salarié, donc une fois que l'employeur a vérifié le titre de séjour, l'état civil, la nationalité du salarié, l'employeur doit effectuer certaines formalités qui nécessitent la communication d'informations et de documents de la part du salarié. Donc ces formalités, une des premières obligations, c'est effectuer la déclaration préalable à l'embauche, DPAE, qui doit obligatoirement être effectuée dans les 8 jours précédant l'embauche, au plus tôt. Donc, elle concerne tous les salariés, CDD, CDI, intérimaires, temps partiel, etc. Pour le cas particulier des travailleurs temporaires, des intérimaires, la déclaration est effectuée par l'entreprise de travail temporaire elle-même, non pas par l'entreprise utilisatrice. Et c'est l'entreprise de travail temporaire qui va réaliser cette DPAE à chaque mission. La déclaration préalable à l'embauche permet d'accomplir les demandes suivantes. Donc, elle permet d'immatriculer le salarié à la CPAM, au service de santé au travail, etc. Donc, c'est une obligation pour l'employeur. Deuxième obligation parmi toutes les obligations que doit effectuer l'employeur quand il embauche un salarié, c'est de l'inscrire dans le registre unique du personnel. Ce registre unique du personnel, donc, il doit être tenu dans chaque établissement.
et non au siège de l'entreprise où sont employés des salariés. Et l'employeur doit inscrire sur ce registre unique du personnel tous les salariés qu'il embauche. Peu importe le type de contrat, CDI, CDD, temps plein, temps partiel, il y a un registre spécial pour les stagiaires et également pour les travailleurs temporaires. L'employeur doit inscrire tous les salariés sur ce registre unique du personnel et les mentions doivent être inscrites de manière indélébile. Donc, il peut s'agir d'un support papier ou électronique, numérique, mais s'il s'agit d'un support numérique, ce support-là doit respecter les mêmes garanties de contrôle que le support papier. Ce ne peut pas être un simple tableau Excel, puisque dans un tableau Excel, on peut insérer des lignes, alors que le registre unique du personnel doit être infalsifiable et indélébile. Donc, l'employeur doit inscrire les salariés sur la base des informations que le salarié lui a communiquées. Autre obligation, il doit bien entendu affilier son salarié aux organismes de protection sociale complémentaires et donc prévoyance, frais de santé et caisse complémentaire. Et parmi toutes ces obligations de l'employeur à l'embauche d'un salarié, toutes les données qu'il collecte, l'employeur doit vérifier que ces données respectent le RGPD dans tout le processus de collecte et de vérification des données personnelles. Donc que ce soit tant au regard des destinataires des données que de l'utilisation qui en est faite ou encore, bien entendu, de l'information des salariés de leurs droits au regard du RGPD et de la durée des données collectées. Le salarié, lui, a des obligations également. Il doit fournir les documents nécessaires qui sont demandés par l'employeur. Il a l'obligation, on l'a vu, de fournir de bonne foi ces informations qui sont demandées par l'employeur. Et il a également l'obligation de mettre à jour les informations en cas de changement d'identité ou de situation. Et il a l'obligation d'informer son employeur. L'employeur doit être extrêmement vigilant lors de l'embauche de salariés et peut voir sa responsabilité pénale, civile et, dans des cas professionnels, engagée en cas de fraude. Lors de l'embauche d'un salarié, on l'a vu, l'employeur doit vérifier l'identité des salariés et procéder aux déclarations nécessaires. S'il ne le fait pas, il s'expose à des sanctions qui sont prévues en cas d'infraction au travail illégal. Et le travail illégal regroupe plusieurs infractions. On a le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d'œuvre, l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler et le cumul irrégulier d'emplois. Donc, parmi ces infractions, l'employeur a interdiction d'embaucher ou d'employer un étranger non autorisé à travailler. Ce sont les dispositions de l'article L. 8251-1 et L. 8256-2 du Code du travail. Donc, l'employeur ne doit pas embaucher ou même conserver à son service un salarié, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Et en cas d'infraction à cette obligation, les peines encourues sont assez importantes et assez lourdes, puisque l'employeur peut être condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende de 30 000 euros. Ces peines peuvent être portées à 10 ans et 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Ces peines, bien entendu, sont appliquées autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés, donc elles se cumulent et elles sont doublées en cas de récidive. D'où l'importance pour l'employeur de strictement respecter ses obligations d'embauche de salariés étrangers. Le Code du travail a posé un principe et ce principe, il est l'exonération de la responsabilité de l'employeur lorsqu'il est de bonne foi. C'est-à-dire que l'employeur, les peines prévues ne sont pas applicables à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou un titre qui a été présenté de manière frauduleuse par le salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes de sécurité sociale. L'employeur, cependant, ce principe, c'est une exonération de responsabilité des employeurs de bonne foi, mais l'employeur doit tout de même prouver qu'il a accompli
toutes les diligences prévues pour être exonéré de sa responsabilité. Et il y a des situations où l'employeur a quand même été condamné. C'est deux cas, j'ai mis deux exemples qui sont issus des décisions de la Cour de cassation chambre criminelle en date du 8 août 2018 et du 30 octobre 2018, où un employeur avait été condamné lorsque le gérant d'une société exploitant une entreprise de construction s'était rendu compte de la fausse identité de l'étranger qu'il s'apprêtait à embaucher, mais il n'avait pas sollicité la production de l'original de la pièce d'identité, comme il d'habitude prenait la précaution, et n'avait pas vérifié la situation de ce salarié étranger. Deuxième cas où l'employeur a quand même été condamné, c'est lorsqu'il a occupé dans son restaurant 6 ressortissants étrangers sans autorisation de travail, alors que les travailleurs étrangers se prévalaient de la qualité de ressortissants de l'Union européenne. Ces circonstances ne dispensent pas l'employeur de son obligation première de vérifier la nationalité invoquée par le salarié qu'il s'apprête à embaucher, en exigeant la justification et la production de l'original du titre présenté à cet effet s'il s'agit d'un étranger soumis à autorisation, et de s'assurer de la détention du titre approprié. On a notamment le cas, et il faut être extrêmement vigilant, le cas des passeports qui sont communiqués par les étrangers, de passeports portugais. Certains étrangers communiquent des passeports portugais. Ce sont des passeports, donc des ressortissants de l'Union européenne, donc en principe qui peuvent travailler et librement séjourner sur le territoire français. L'employeur n'a pas d'obligation de vérifier le titre de séjour, ni l'obligation de vérifier auprès de la préfecture s'il s'agit d'un titre régulier. Mais cependant, ce sont des titres, des passeports portugais qui, en réalité, ce sont des titres de séjour de salariés brésiliens. Les salariés brésiliens bénéficient dans certains cas d'une nationalité d'un passeport portugais qui, l'employeur pense que ce passeport les autorise à travailler en France sans détenir d'autorisation de travail ou de titre de séjour l'autorisant à travailler. Et en réalité, il ne s'agit pas d'un titre de séjour valide. D'où l'importance, même pour un salarié qui vous communique un passeport de l'Union européenne, de quand même vérifier l'authenticité de ce titre de séjour et de ce passeport. Outre sa responsabilité pénale, l'employeur peut, dans certains cas, voir sa responsabilité civile et professionnelle engagée. On a notamment, l'employeur a l'obligation de vérifier auprès de ses donneurs d'ordre ou auprès de ses sous-traitants que son co-contractant n'emploie pas de travailleurs étrangers sans titre de travail régulier. En cas de contrôle URSSAF, et ça c'est extrêmement important, en cas de contrôle URSSAF, donc l'employeur, s'il embauche des salariés étrangers ou sans procéder aux déclarations nécessaires, donc il peut être passible de rembourser, bien entendu, les cotisations sociales qui n'ont pas été déclarées et qu'il aurait dû payer. Et il a également une majoration de 25%. Ou à hauteur de 40% si l'infraction concerne plusieurs salariés. Et cette majoration, elle s'applique en cas de délit de dissimulation d'activité ou bien d'emploi salarié. Enfin, l'employeur peut être condamné à des sanctions administratives en cas de délit pour travail dissimulé, qui sont par exemple l'interdiction pendant 5 ans de bénéficier d'aides publiques, l'obligation de rembourser les aides publiques octroyées au cours des 12 mois précédant l'établissement du procès-verbal, l'interdiction d'exercer l'activité pendant 5 ans, la fermeture administrative de l'établissement pendant 3 mois et, dans certains cas, la dissolution de l'entreprise si la personne morale a été créée pour commettre les méfaits. Enfin, le salarié fraudeur peut également, et bien entendu, lui aussi voir sa responsabilité engagée en cas de fraude, si on s'aperçoit que le salarié a fraudé ou a communiqué de fausses informations.
On l'a vu plus tôt, lorsque l'employeur s'aperçoit que le salarié n'est plus titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail, il a l'interdiction de le conserver à son service. Donc, dans ces cas-là, l'employeur doit procéder au licenciement du salarié, en respectant toutefois une procédure particulière. Cependant, si l'employeur s'aperçoit que le salarié lui a communiqué de faux documents ou lui a fourni de fausses informations, dans certains cas, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave en raison de la fourniture de faux documents. Ça a été confirmé par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 février 2014. Et dans ces cas-là, lorsque le salarié est licencié pour faute grave en raison de la communication de faux documents, il ne peut pas prétendre à l'indemnité de rupture forfaitaire, qui est équivalente à 3 mois de salaire, et qui, elle, est versée dans le cas d'un licenciement d'un salarié en situation irrégulière. Outre, bien entendu, des conséquences au titre de la relation de travail, le salarié peut être condamné et peut voir sa responsabilité pénale engagée et poursuivie, notamment pour faux et usage de faux ou usurpation d'identité. Merci Elisabeth. Alors, afin de vous aider, CTMS a différentes solutions. CTMS, c'est une société qui est née en 1998. Un de nos premiers clients était Interpol. Elle est née de 2 passions, l'innovation et la lutte contre la fraude. Donc, on est un expert français de solutions de vérification d'identité et de lutte contre la fraude identitaire et documentaire. Pour cela, on a différentes solutions qui vont permettre de pouvoir contrôler les pièces d'identité originales, tel le scanner que vous avez au milieu de la présentation, qui est notamment proposé et utilisé par la police aux frontières, qui est utilisé par le ministère de l'Intérieur, par l'Élysée, par d'autres de nos clients, et qui permet un contrôle très fin de la pièce d'identité avec différentes lumières, UV, blanche, etc., qui va permettre de lire le 2D doc, l'espèce de QR code que vous avez sur les pièces d'identité ou notamment nos nouvelles pièces d'identité, mais également la puce qui va être dans les passeports ou dans les pièces d'identité, et toutes les pièces au niveau international. Nous avons également des solutions d'expertise, de formation. Donc, nous avons des experts à disposition qui ont une très bonne maîtrise de l'ensemble des fraudes qui peuvent être opérées, mais également de l'ensemble des documents. Et donc, nous proposons des formations certifiées Calliope qui peuvent être réalisées sur site ou à distance directement chez nos clients. Pour gérer, quand beaucoup de nos clients n'ont pas forcément la possibilité de vérifier les pièces d'identité originales de leurs salariés ou de leurs futurs salariés, nous avons mis en place une solution qui s'appelle EasyConform, qui est une solution digitale de contrôle et d'entrée en relation, donc avec vos clients, avec vos futurs collaborateurs, avec vos futurs intérimaires. Cette solution EasyConform permet de traiter différents types de documents, que ce soit des scans ou différents types de formats. Donc, la pièce d'identité, le justificatif de domicile, des factures, des IBAN, des CABIS, etc. C'est la solution que nous allons vous présenter avec Mathieu Marty, qui est notre CTO au sein de CTMS, dans quelques instants. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter notre solution EasyConform. EasyConform, comme on le disait à l'instant, c'est une solution de contrôle des documents lors d'une entrée en relation. Et donc, dans ce cadre-là, on va être capable de vérifier des dossiers contenant un à plusieurs documents adaptés finalement à votre usage d'entrée en relation, puisqu'on sait pertinemment qu'on n'aura pas les mêmes documents et les mêmes besoins de vérification sur une embauche ou sur un crédit ou sur un achat en ligne, par exemple. Alors, cette solution qui s'appelle EasyConform, c'est une solution en fait qui va nous permettre de télécharger des documents dans cette application
Et ces documents téléchargés, nous allons les lire, les analyser, les contrôler individuellement et de manière groupée. C'est-à-dire que sur un document, un dossier, voilà. Donc si je prends ce dossier-ci, par exemple, on va avoir un document finalement un dossier dans lequel on va retrouver plusieurs documents et le logiciel va venir nous dire quelles sont les données qui ne correspondent pas ou qui ne vont pas dans ces documents. Donc, par exemple, sur ce justificatif de domicile, on se rend compte que les noms qui sont entre la pièce d'identité et l'avis d'imposition ne sont pas les mêmes. Mais on va pouvoir également contrôler des avis d'imposition, des IBAN, des justificatifs de domicile basés sur toutes les factures possibles et imaginables. On va pouvoir contrôler à l'intérieur même des documents des points de contrôle de cohérence entre eux. Par exemple, sur une facture EDF, on va être capable de faire un lien entre l'adresse affichée dans le document et le point de distribution de l'énergie, qui va nous permettre d'identifier des tentatives de fraude sur les adresses, par exemple, avec pour objectif finalement de vous rendre un résultat de contrôle qui soit une vision document par document, mais aussi une vision de cohérence du dossier que vous a demandé que vous a fourni soit votre futur salarié, soit votre futur client. Sachant qu'évidemment, plus votre dossier est complexe et plus vous avez de chances d'identifier des incohérences dans les dossiers fournis. Alors, cette collecte d'informations, elle va se passer comment? Soit vous demandez à vos salariés de vous envoyer des documents par le biais qui vous convient. Alors, ça peut être par mail, ou vous les scannez vous-même, ou vous avez une application dans laquelle votre salarié peut venir déposer les documents. Et à ce moment-là, vous les poussez manuellement dans l'application, soit vous nous les envoyez par API. Et puis nous, dans les secondes qui suivent, on vous rend ce résultat de contrôle. Ou alors, on propose également des solutions de onboarding vidéo et biométrique qui permettent finalement de déléguer au futur salarié le fait de déposer lui-même ces éléments, de les déposer également avec un contrôle biométrique qui va nous assurer que la personne qui dépose les documents est bien la même personne que celle qui est sur le document d'identité. Et donc, va renforcer non seulement la qualité des documents fournis, une meilleure lecture de ceux-ci, mais également plus de certitude sur qui est derrière l'ordinateur ou qui est derrière le téléphone et qui fait ce contrôle. Donc, tout simplement, moi, en tant que recruteur, je vais simplement créer un dossier dans mon application. Évidemment, tout ce que je vous montre là peut être fait par l'IHM que je suis en train de vous montrer, mais peut également être fait par API. Je vais indiquer la typologie de dossier que je suis en train de faire. Donc là, je vais choisir identité plus justificatif de domicile. Dans la réalité, les scénarios que vous voyez là sont entièrement paramétrables. On crée les scénarios dont vous avez besoin. Ceux-là ne sont que des scénarios de démonstration. Je vais également pouvoir indiquer, si je le souhaite, l'identité de la personne. Alors, à quoi ça sert de nous fournir l'identité de la personne? En fait, on a besoin d'un point de référence pour comparer tous ces documents. Donc, soit vous nous fournissez un point de référence et on comparera tous ces documents à ce point de référence, ce nom, ce prénom, cette date de naissance, cette nationalité, cette adresse, etc. Soit vous ne nous fournissez rien du tout et à ce moment-là, nous, quelque part, nous fabriquerons le point de référence avec les données de la pièce d'identité. Je ne vais pas en mettre. Je vais récupérer un lien de onboarding. Ce lien, soit vous nous demandez à nous de l'envoyer par mail au futur salarié, soit vous le récupérez comme je viens de le faire, et puis vous lui transmettez par le moyen qui vous convient. Vous lui écrivez par mail, vous lui envoyez un SMS, ou vous pouvez même intégrer ce lien dans une page web, dans votre portail ou dans votre outil d'embauche. Moi, je vais simplement utiliser ce lien dans le navigateur et je vais arriver sur une page explicative qui va indiquer au salarié ce qu'il va devoir faire. Donc, on met un certain nombre d'informations.
Évidemment, cette page est paramétrable aussi bien en termes de logo que de titre et qu'un certain nombre de textes. Et puis surtout, je vais lui expliquer finalement toutes les étapes qui vont avoir lieu dans ce processus. Si j'avais choisi un autre scénario, j'aurais évidemment d'autres étapes affichées. Quand je vais commencer, le système va déjà me demander de déposer mon document d'identité. Donc, je vais le déposer à l'aide de ma caméra. Ah, excusez-moi. Pardon. Il faut évidemment que je coupe la caméra de Teams. Voilà. Je vais simplement présenter ma pièce d'identité comme vous le voyez ici. Voilà. Je vérifie, elle me paraît bien. Je vais donc valider. Je vais être amené également à déposer l'autre file. Donc, à chaque fois, on m'explique ce que je dois faire. Il n'y a pas besoin d'expliquer au salarié ce qu'il devra faire. Voilà, donc on lui présente la côté avec la photo cette fois-ci. On met la photo dans le cadre. Voilà. Je valide. Et à ce moment-là, il va y avoir l'aspect biométrique dont je parlais. Donc, on va me prendre en photo. Donc, à nouveau, on m'explique les opérations qui vont se passer. Donc, je vais être pris en photo. Puis, on va me demander de faire quelques petits mouvements avec la tête pour m'assurer que je n'ai pas présenté un papier avec une photo de quelqu'un, mais bien que je suis une personne vivante. Donc, évidemment, le nombre d'opérations de contrôle est entièrement paramétrable. Tous les écrans sont paramétrables, les explications de guidage sont paramétrables. Alors, on peut complètement s'adapter à votre discours. Et puis là, je vais tomber dans l'étape suivante qui va me permettre éventuellement de déposer un justificatif de domicile. Donc, moi, cette fois-ci, je vais considérer que ce justificatif, je l'ai déjà. Je l'ai. Facture EDF. Voilà. Je prends ma facture EDF. Terminé. Et puis, comme j'ai déposé l'ensemble des documents, le processus est terminé. Alors là, je suis renvoyé vers le site CTMS, mais de nouveau, c'est du paramétrage. On peut renvoyer vers ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que derrière, dans mon dossier, je vais finir par retrouver l'ensemble de mes documents. Et notamment, on voit par exemple que j'ai une attestation de contrat, puisque ma facture en fait est vue comme une attestation. Mon document EDF était en réalité une attestation de contrat, EDF en l'occurrence. Et puis je vais retrouver également ma pièce d'identité. Et dans cette pièce d'identité, je vais également retrouver le détail de cette pièce. Donc dans le détail de cette pièce, je vais évidemment retrouver toute une série d'informations, donc ce qui a été lu sur le document. Donc ça, c'est le document standard, c'est le document spécimen de la NTS, qui nous permet d'avoir des documents spécimens. Donc, je vais retrouver l'ensemble des données qui ont été lues sur le document, et je vais également retrouver des informations qui m'indiquent d'éventuelles anomalies, erreurs, problèmes qui auraient été identifiés. Là, par exemple, dans ce cas-là, on s'est arrangé pour provoquer une erreur qui dit que le prénom qui a été lu sur la partie visuelle est différent de la partie qui est la MRZ. La MRZ, c'est les 3 lignes que vous avez sur fond blanc sur le bas de votre document, de tous les documents d'identité. Je vais pouvoir retrouver éventuellement les différents challenges qui ont été faits. Ça me permet, si je fais un contrôle manuel, de m'assurer que c'était bien cette personne-là. Finalement, ça remplace le rendez-vous en face à face que j'aurais pu avoir si la personne était venue sur site. Et puis surtout, je vais retrouver tous les contrôles qu'on a fait, notamment sur la partie biométrique. Et notamment, on va pouvoir se rendre compte que dans ce cadre-là, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'a priori, je ne ressemble pas du tout à la personne qui est sur le document d'identité. C'est donc une comparaison de visage qui a détecté une déviation significative, mais également le fait que c'est tout aussi intéressant que ce visage, je l'ai déjà vu sur un autre document avec une autre identité. Je ne peux pas vous dire avec quelle identité, évidemment, parce qu'on n'a pas conservé cette information. Par contre, on a la certitude que c'est un autre document avec une autre identité.
Donc tout ça vous amène à avoir un dossier qui est considéré comme incohérent et comme frauduleux, et donc va nous permettre finalement de soulever une alerte. Et cette alerte, elle doit vous mener, notamment sur un recrutement, soit à demander à voir les documents physiques, comme ça vous a été dit tout à l'heure, ou de stopper votre recrutement avec cette personne. Notre but étant évidemment de vous apporter une aide à la décision et quelque part des techniques que nous avons, nous, de contrôle de ces documents. Merci Mathieu. Alors, nous avons quelques questions. Je vais repartager l'écran. Alors, Elisabeth, on nous demande, concernant l'inscription des salariés intérimaires dans le RUP, est-ce que c'est bien à l'entreprise utilisatrice de le faire? Oui, en effet, dans le registre unique du personnel, donc le RUP, c'est l'employeur qui doit déclarer ses salariés, qui doit les inscrire sur le registre. Lorsqu'il embauche des travailleurs intérimaires, des travailleurs temporaires, c'est à l'entreprise utilisatrice de l'indiquer. Donc, il doit indiquer le nom du salarié, bien entendu, sa nationalité, l'adresse, la date de naissance, etc., la date d'embauche. Et il doit également mentionner la date de début et de fin de mission et le nom de l'entreprise de travail temporaire. Ce sont des mentions obligatoires et particulières pour les entreprises intérimaires, pour les salariés intérimaires. Donc, c'est bien l'entreprise de travail temporaire, elle va déclarer et inscrire son salarié dans le registre unique du personnel lors de l'embauche, mais l'entreprise utilisatrice, lors de la mission, elle va devoir également l'inscrire dans le registre unique du personnel, dans son registre unique du personnel. Merci Elisabeth. On a une autre question. Pourquoi certains candidats de nationalité d'un État membre de l'Union européenne se présentent avec un titre de séjour d'un autre pays de l'Union européenne, par exemple une candidate roumaine qui se présente avec un titre de séjour italien? Est-ce que les clients doivent se méfier de ce type de configuration? Alors oui, bien entendu, si vous avez une salariée ou une candidate qui vous présente un passeport d'un pays membre de l'Union européenne, mais avec un titre de séjour d'un autre pays, vous devez bien entendu vous méfier de ce type de situation. Il faut savoir que quand vous avez un salarié étranger, vous devez vérifier si le titre de séjour l'autorise à séjourner et à résider en France. Et les procédures de communication des titres de séjour en Italie ou en France, bien entendu, ne sont pas les mêmes. Donc, si le salarié, vous voulez l'embaucher en France, il faut vérifier qu'il a un titre de séjour qui l'autorise à travailler et à séjourner en France. Merci. Mathieu, est-ce que nous savons dans l'application EasyConform exploiter le 2D-Doc de la CNI, de la carte nationale d'identité? Oui, donc en fait, nous savons gérer de manière générale les 2D-Doc, et donc on sait contrôler le 2D-Doc de la nouvelle carte nationale d'identité, mais on va être capable également de contrôler ce 2D-Doc sur toutes sortes de documents, les avis d'imposition, on en a aussi sur les factures. Voilà. Globalement, on sait gérer ce 2D-Doc. Quand je parle de gérer, ça veut dire que non seulement on sait le lire, on sait identifier, retrouver les informations qui sont dedans et les comparer avec les autres, avec les mêmes informations qui sont imprimées ailleurs sur le document, mais surtout on vérifie sa signature. Donc ça veut dire que soit le fraudeur n'aura pas tenté de modifier le 2D-Doc quand il falsifie son document, et à ce moment-là, nous verrons une différence entre les données du 2D-Doc et les données affichées, soit il aura falsifié le 2D-Doc et la signature sera mauvaise et on identifiera que le 2D-Doc a été falsifié. Est-ce qu'on peut utiliser sur la plateforme EasyConform une copie du document et non l'original? Alors, je vais pouvoir vous répondre. Effectivement, sur la solution EasyConform, vous allez pouvoir utiliser tout type de scan de documents et non l'original, puisque l'original, on va plutôt l'utiliser avec le scanner, sachant que les deux solutions, digitales et matérielles, peuvent être associées. Voilà. Après, évidemment, quand on le fait avec la solution de onboarding qu'on a vue tout à l'heure, évidemment que dans la solution de onboarding, il faudra utiliser le document original parce qu'il y a des contrôles complémentaires qui seront faits.
même si ces contrôles, à la demande de nos clients, peuvent être activés, désactivés individuellement. Alors là, je pense que ça va être pour Elisabeth. À qui doit-on s'adresser pour authentifier les documents européens? Les préfectures nous indiquent qu'elles ne le font pas. Oui, alors la préfecture, le code du travail indique que l'employeur doit demander l'authentification des titres de séjour des salariés non ressortissants de pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc la préfecture, en effet, dans beaucoup de cas, elle refuse d'authentifier ce titre de séjour puisqu'il ne s'agit pas d'un titre de séjour d'un ressortissant en dehors de l'Union européenne. Alors, nous, c'est vrai on a eu le cas d'un salarié auquel on avait des doutes sur l'authenticité tout simplement du titre de séjour qui nous communiquait. Et on a demandé à la préfecture de nous renseigner sur le fait de savoir si ce salarié-là avait fait d'autres demandes de titre de séjour non de l'Union européenne, en dehors de l'Union européenne. Et la préfecture nous avait répondu que ce salarié n'avait fait aucune demande de titre de séjour. Mais c'est vrai que les préfectures, elles n'authentifient pas, ou en tout cas, elles vous disent qu'elles n'authentifient pas les titres de séjour des salariés des documents européens. Donc là, j'imagine que pour authentifier ces documents européens, ces TMS, vous pouvez bien Tout à fait. entendu proposer ces solutions. Nous équipons d'ailleurs. En fait, on va pouvoir le faire soit avec la solution EasyConform qu'on vient de voir là, complètement digitale, et après, si vous rencontrez vos futurs salariés en face à face, notre recommandation, ce serait plutôt d'utiliser un dispositif physique comme un scanner de pièces d'identité, avec un logiciel CTMS qui va très rapidement vous dire si c'est rouge ou si c'est vert, mais qui va être capable de faire des vérifications assez pointues sur les hologrammes, sur le papier, sur le RFID, voilà, plein d'éléments qui vont faire qu'on va avoir une véritable vérification du document. Merci. Il y a des questions sur les coûts d'EasyConform. Ça, je vous propose vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation. N'hésitez pas à revenir vers moi afin qu'on puisse échanger sur votre besoin et y répondre au mieux, puisqu'on a des solutions digitales et matérielles avec différents coûts associés, mais il faut d'abord répondre à votre besoin. Alors, on nous demande aussi si l'utilisation d'une solution de détection de fraude, telle que les solutions de CTMS, peuvent exonérer les DRH de leurs responsabilités professionnelles en cas de problème. Donc, nous allons vous apporter un certificat comme quoi vous avez contrôlé les pièces d'identité, tous les contrôles qui ont été faits sur ces pièces d'identité. Après, je laisserai Elisabeth répondre sur la capacité d'exonérer. En tout cas, vous aurez des preuves comme quoi et des certificats dans la solution qui vous permettent de justifier des contrôles qui ont été opérés sur ces pièces d'identité. Alors, en effet, en ce qui concerne la responsabilité des recruteurs, des DRH ou même des employeurs, le chef d'entreprise, il délègue à son DRH la vérification des salariés, des candidats qu'il embauche. Donc, c'est au DRH et aux équipes de ressources humaines de vérifier que les salariés, que les candidats qu'il embauche respectent bien les obligations, sont titulaires du titre de séjour ou ont des pièces d'identité qui sont conformes. Donc, on pourrait imaginer dans certains cas qu'un DRH qui est négligent dans cette obligation peut voir sa responsabilité engagée et notamment pourrait faire l'objet d'une procédure de licenciement ou autre. Bien entendu, si vous utilisez des logiciels comme CTMS qui vérifient l'identité des salariés, ça permet bien entendu déjà de démontrer que l'entreprise est de bonne foi. Donc, par rapport à la responsabilité pénale et l'infraction d'embauche de travailleurs étrangers, ça permet de vérifier que l'employeur a procédé à toutes les obligations et les démarches nécessaires pour authentifier et vérifier les titres de séjour. Et bien entendu, le DRH à titre plus personnel, si j'ose dire, ça permet en effet de l'exonérer de sa responsabilité. Merci. Je crois. Encore deux questions. La solution EasyConform permet-elle d'identifier si c'est un document d'identité
présenté a été volé. Donc oui, on a accès à des bases, par exemple pour des titres volés ou perdus, et aussi pour les personnes décédées depuis les années 70. Je ne sais pas si Mathieu, tu vas apporter plus de précision là-dessus. En fonction des typologies de clients, vous avez potentiellement accès à des bases nationales auxquelles tout le monde n'a pas accès. Donc ça, éventuellement, on peut intégrer ça avec EasyConform, mais globalement, vous n'avez pas, on va dire que les entreprises, on va dire, classiques n'ont pas accès à ces informations-là en direct. Les banques notamment ont ce type d'accès, ou peuvent avoir ce type d'accès. Par contre, effectivement, ce que disait Mélanie, on vérifie, on a accès à l'ensemble des personnes qui sont décédées depuis 1970 et ça nous donne aussi la possibilité de vérifier qu'on n'est pas en train d'utiliser une identité d'une personne décédée. Et par rapport à la base DocVerif? Oui, c'est ce que je disais. Et il y a d'autres bases. Alors, il y a DocVerif et puis après, il y a aussi d'autres bases privées, disons, gérées par des entreprises privées et dans lesquelles on a un certain nombre d'intégrations. Après, on peut contrôler d'autres pièces. On travaille avec France Connect, notamment, au niveau France Identité, pardon, excusez-moi. On va pouvoir également, au niveau du permis de conduire, travailler plutôt que sur les vieux permis type rose que nous pouvons avoir en France où il y a peu d'informations à contrôler. On va pouvoir travailler sur l'attestation de droit à la conduite sécurisée que n'importe qui peut télécharger, qui permet d'avoir un 2D doc aussi sur le document. On peut travailler avec la carte BTP. Voilà, on va pouvoir faire différents types de contrôles. Elisabeth, on nous demande quand même si on reste tout de même dans l'obligation d'avoir accès physiquement à la pièce d'identité, donc le document original, est-ce qu'il est obligé de le contrôler? Alors, le Code du travail est muet sur la question de savoir si le salarié doit communiquer des documents originaux ou en tout cas s'il doit véritablement communiquer sa pièce d'identité ou une copie de sa pièce d'identité, une copie de son permis. On ne pourra pas sanctionner un candidat ou refuser de le prendre à l'embauche s'il nous communique que sa pièce d'identité en format papier. Donc, c'est vrai que la plupart des recruteurs demandent à avoir la pièce d'identité pour ensuite faire des copies directement à l'entreprise. Mais il n'y a pas d'obligation, en tout cas dans le Code du travail, aucune obligation ne pèse sur le salarié de communiquer sa pièce d'identité originale. Lorsque l'on demande une vérification auprès de la préfecture pour un titre de séjour, en règle générale, la réponse ne parvient pas dans les 2 jours. Quelle situation doit-on adopter? Alors là, il faut être extrêmement vigilant dans ces cas de figure et la question est très intéressante et j'ai notamment un cas qui s'est présenté tout récemment à la préfecture de Paris où une entreprise avait fait une demande d'authentification du titre de séjour directement sur le portail du site internet de la préfecture, puisque la préfecture nous indiquait que pour les demandes d'authentification du titre de séjour, il fallait passer par un portail spécial, ce n'était pas une adresse mail. Donc, la société avait fait cette demande d'authentification du titre de séjour, mais n'avait reçu aucun accusé-réception. Or, le Code du travail nous dit que la préfecture doit répondre dans le délai de 2 jours ouvrables et que, à défaut de réponse dans le délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la demande est acceptée. Ça veut dire qu'à défaut de réponse, le titre de séjour est authentifié. Par contre, la précaution, c'est encore faut-il que l'employeur soit en mesure de démontrer que la préfecture a bien reçu la demande. Et nous, dans notre cas, la difficulté, c'était que l'employeur avait fait la demande directement sur le portail, le site internet de la préfecture, mais n'avait pas eu d'accusé-réception. Donc là, nous, on a appelé la préfecture de Paris qui nous a indiqué qu'il y avait dans ces cas-là une adresse mail sur laquelle on pouvait demander l'authentification du titre de séjour, communiquer ce titre de séjour et c'est ce qu'a fait mon client. L'employeur a fait la demande sur cette nouvelle adresse mail qui avait été communiquée par la préfecture et suite à
l'envoi de ce mail, la préfecture avait envoyé un récépissé, un accusé-réception automatique. Mais l'employeur, dans ces cas-là, pouvait démontrer, une fois le délai de 2 jours ouvrables passé, qu'il avait demandé l'authentification de son titre de séjour et qu'il avait respecté son obligation. Merci Elisabeth. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. On nous demande si le logiciel EasyConform peut être vendu à des techniciens experts, à d'autres structures. Bien sûr, hein, n'importe qui, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je suis à votre disposition avec plaisir. Voilà, ce webinaire touche à sa fin. Donc, je remercie énormément Elisabeth pour sa participation. Vous pourrez retrouver, vous allez recevoir d'ailleurs un mail vous permettant de revisionner ce webinaire. Bien entendu, vous ne pouvez pas avoir accès au support papier ou écrit. Là, Elisabeth et Mathieu et moi-même sommes à votre disposition pour, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à Mathieu. vous. Et à très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Okay.